France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un pécule pour l'étude dans les pas des élèves boursiers. Voici un personnage qui traverse l'imaginaire scolaire depuis le 19e siècle, l'élève boursier. Il serait réducteur de le présenter comme un individu particulièrement méritant, mais issu d'un milieu modeste et que l'État a décidé d'aider dans son intérêt personnel, enfin l'intérêt de l'individu, mais aussi dans celui de la nation. Mais qui sont les boursiers ? Comment l'étude de l'attribution des bourses nous renseigne-t-elle sur l'enseignement secondaire en France et sur la société ? Voilà, tout le monde est prêt. Le cours de l'histoire peut commencer. 1er octobre 1900. Le cours de l'histoire. Asseyez-vous. Mes chers enfants, nous sommes entrés dans un siècle fabuleux, où les miracles, ceux nés de la science, seront quotidiens et apporteront de la joie aux plus pauvres, aux plus humbles. Bientôt, la machine exécutera les travaux les plus pénibles. Elle permettra sans doute de réduire à 10 heures la journée de travail. Ça serait bien, ça. Et l'ouvrier aura un jour de repos par semaine. Et guidé et sauvé par l'instruction, chacun aura sa place dans un monde qui respectera tous les hommes. Ce sont des choses que je ne répéterai plus, hein. France Culture. Prenez votre cahier. Dictez. Vous avez reconnu Philippe Cobert dans le film La gloire de mon père en 1990, le film d'Yves Robert. Bonjour Jean Le Bihan. Bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Vous êtes l'auteur de Bourses et boursiers de l'enseignement secondaire en France. Votre étude s'étend de 1802 à 1914. 1802, la date est précise. Pourquoi donc ? Eh bien, 1802 parce que c'est la date de la création des lycées en France et en même temps, puisque les deux naissent en même temps, c'est la date de naissance des bourses de l'enseignement secondaire. Il y a plusieurs types de bourses, disons des bourses de l'État. D'autres bourses verront par la suite, mais enfin les bourses et les bourses de l'État en particulier naissent en 1802 en même temps que les lycées. Avec Napoléon Bonaparte, rappelons-le, le jeune Bonaparte était lui-même boursier. Tout à fait, il a été boursier. Il y avait des bourses sous l'Ancien Régime. L'institution des bourses en tant que telle n'est pas une nouveauté absolue. À la fin du XVIIIe siècle, il y en avait de différentes sortes. Il y en avait dans les écoles militaires, mais il y en avait aussi dans les collèges, particulièrement dans ceux dépendant de l'université de Paris. Néanmoins, la loi de 1802 change la donne, modifie la nature et dans une certaine mesure la visée des bourses. Qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Alors, ce qui change, dans une certaine mesure, c'est que les bourses se voient assigner deux fonctions. Alors, l'une n'est pas complètement nouvelle. Il s'agit de s'attacher la fidélité des boursiers qui ont vocation à former ultérieurement l'élite de la nation. Mais alors, par ailleurs, il y a une deuxième fonction qui est un peu méconnue dans l'historiographie. C'est que les lycées constituent une institution qui peine à démarrer et les bourses sont au départ un outil de financement. Il s'agit tout simplement, grâce aux bourses, de peupler les premiers lycées et cette fonction perdurera pendant une partie du Premier Empire et même sous une forme discrète pendant toute une partie du XIXe siècle. C'est un paradoxe ça, il faut des boursiers pour pouvoir remplir les lycées. Absolument, absolument. Au départ, les élèves payants, comme on les appelle, ne sont pas très très nombreux. La bourgeoisie boude les lycées et les bourses sont, oui, comme je le disais, l'outil de financement des lycées. Cette fonction va rester prépondérante pendant quelques décennies tant que d'une certaine façon les lycées ne seront pas devenus autonomes financièrement. Jean Le Bihan, on peut rappeler qu'en 1802, au moment où sont créés les lycées, nous ne sommes pas sur des institutions comparables à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout petit les lycées à ce moment-là. Oui, ils sont peu nombreux et ils sont vraiment destinés à une toute petite partie de la population. Il s'agit vraiment, grâce au lycée, de former une future élite, particulièrement évidemment dans le contexte du consulat puis de l'Empire, une élite militaire, mais enfin aussi une élite technique et administrative au sens large. Et ici, nous touchons à un point qui va traverser les décennies. Qui
doit devenir boursier? S'agit-il de l'enfant de parents méritants ou bien d'un enfant lui-même méritant? Alors vous avez tout à fait raison. C'est une tension qui va perdurer pendant tout le siècle et on tente à ignorer qu'elle perdure après les années 1880, c'est-à-dire à l'époque où se forge la mythologie républicaine du boursier. Mais vous avez raison, d'entrée de jeu, il y a cette tension. C'est alors au début du 19e siècle, très 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 clairement, et ce sera le cas pendant longtemps encore, on entend rémunérer à travers le fils, le père, pour les services qu'il a rendus à l'État, à la nation, au pays. Au tout début de la période, les militaires se taillent la part du lion, mais les fonctionnaires civils vont également bénéficier d'un contingent de bourse très important, et ce n'est que progressivement, au long des décennies, que l'on reconnaîtra comme important puis prévalent, prépondérant, le critère de la compétence individuelle de l'élève. Oui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec vous, Jean Le Bihan. C'est d'ailleurs cette histoire qui est passionnante, cette évolution avec la place de plus en plus importante accordée au mérite de l'élève. Pour l'instant, nous sommes encore en 1802. Loi générale sur l'instruction publique, 1er mai 1802, Floréal, an 10. Titre 7. Des élèves nationaux. Article 32. Il sera entretenu aux frais de la République 6400 élèves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales. Article 33. Sur ces 6400 pensionnaires, 2400 seront choisis par le gouvernement parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires civils, judiciaires, administratifs ou municipaux qui auront bien servi la République. Et pendant 10 ans seulement, parmi les enfants des citoyens des départements réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics. Ces 2400 élèves devront avoir au moins 9 ans et savoir lire et écrire. Article 34. Les 4000 autres seront pris dans un nombre doublé des élèves des écoles secondaires qui seront présentés au gouvernement d'après un examen et un concours. Chaque département fournira un nombre de ces derniers élèves proportionné à sa population. Oriane Delacroix qui nous lisait cette loi générale sur l'instruction publique du 1er mai 1802, enfin du 11 Floréal en 10. Qui sont ces élèves boursiers, ceux de Napoléon, Jean Le Bihan? Alors, d'une certaine façon, la réglementation du recrutement détermine la sociologie des boursiers. Donc, comme on vient de l'entendre en écoutant cet extrait, une partie des boursiers sont des enfants de serviteurs de l'État, militaires, fonctionnaires civils. Bon, en théorie désargenté, mais enfin, dans les faits, ce n'est pas une condition absolument impérative à cette époque pour décrocher une bourse. Et puis, il y a donc un autre contingent qui est réservé par concours, dit-on, aux élèves sortant des écoles secondaires communales qui sont les futurs collèges. Il y a simplement que là, il y a une ouverture, en quelque sorte, sociale à d'autres groupes. Cependant, même si c'est une partie de l'histoire des boursiers que j'ai somme toute assez peu explorée, on a des sources ultérieures qui nous disent que ce concours a périclité assez rapidement, de telle sorte que dans les faits, ce sont des enfants de militaires et de fonctionnaires civils qui vont, en tout cas pendant le Premier Empire et encore pendant les monarchies censitaires, rafler, pourrait-on dire, l'extrême majorité des bourses de l'État. Et oui, parce que comme tout sujet en histoire se pose la question des sources et dans les remerciements que vous donnez, Jean Le Bihan, dans votre ouvrage Bourse et Boursier, vous dites tous historiens, c'est combien il est précieux de pouvoir compter sur le concours des bibliothécaires et des archivistes. D'ailleurs, ça permet de les saluer en passant. Et la question des sources se pose. Nous parlons de milliers d'individus. Comment avez-vous travaillé? Oui, alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est pas une histoire si facile à faire. On se dit au départ, les boursiers, parce qu'il y a une mythologie républicaine, il y a quelques autobiographies qui sont savoureuses à lire, donc on se dit que ça va être une histoire facile et agréable à écrire. En fait, c'est une histoire qui imprime une certaine austérité au travail du chercheur. D'abord parce que énormément de sources conservées aux archives nationales, donc antérieurement au ministère de l'Instruction publique, ont été détruites au XIXe siècle. Il reste, je dirais pas des bribes, mais enfin quand même un matériel documentaire parcellaire. Par conséquent, il faut faire feu de tout bois et essayer de conjuguer ensemble les différents types de ressources à disposition.
celles qui se trouvent donc aux archives nationales, mais aussi celles qui se trouvent dans les archives départementales. J'ai pour ma part essayé d'étudier de manière très intensive le cas d'un lycée, le lycée de Rennes. Et puis bien sûr, il y a d'autres sources encore, des imprimés, et puis quelques sources comme des souvenirs, des débats, enfin des opuscules, et d'une manière générale des textes qui prennent la question des bourses pour objet de débat tout au long du 19e siècle. Et puis, une fois que vous avez l'identité des élèves boursiers, ça vous permet de retracer leur parcours avant, après. Ah, exactement, tout à fait. C'est dans mon travail, je me suis livré une enquête qu'on appelle en langage, universitaire, une enquête prosopographique, c'est-à-dire que pour essayer d'accumuler du matériel précis, j'ai essayé de suivre à la trace une petite 200 d'élèves répartis en 3 cohortes sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire et dans les années 80, parce que c'est la seule façon, en fait, d'être renseigné de façon tant soit peu précise sur leurs origines sociales, sur leur cursus scolaire et ensuite, bien entendu, sur leur avenir à la fois professionnel et social. Ces boursiers de Napoléon que vous nous avez présentés, vous l'avez dit, hein, l'idée d'un concours, c'est très vite effacé, très vite mis de côté. Ce sont les enfants de parents militants et de pères méritants, surtout des militaires, j'imagine, mais pas seulement des civils. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ici une lecture politique que l'on pourrait faire des bourses, c'est-à-dire une proposition que le pouvoir fait à la population? Regardez, une main tendue à tout le monde, l'ascension sociale est possible. Oui, alors à ceci près que la main n'est pas tendue à tout le monde, c'est vrai dans une certaine mesure, mais enfin c'est quand même à ce moment-là une offre qui est ciblée en direction de certains groupes sociaux. Et par ailleurs, je crois que il faut prendre garde à ne pas rétroprojeter en quelque sorte, si vous voulez, l'idéal de la promotion sociale. Pendant toute une partie du 19e siècle, la bourse sert davantage à ne pas déchoir qu'à progresser sur l'échelle des conditions. Donc, et ça, ce sera très 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 visible dans les débats qui auront cours sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Il s'agit vraiment de permettre à certaines familles de maintenir en quelque sorte leur rang, des familles désargentées qui ont été malmenées par la Révolution, par les turbulences du temps, et à ces familles, bien, à travers une bourse, on offre une possibilité parmi d'autres, malgré tout, eh bien, sinon retrouver, du moins maintenir un niveau de vie qui ne soit pas trop insatisfaisant. Et la promotion sociale, vous avez raison de le souligner, Jean Lebien. On pense souvent milieu modeste qui souhaite atteindre une situation meilleure, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi maintenir sa situation et ce n'est pas facile. Est-ce que vous arrivez d'ailleurs à voir, mais alors là de manière très concrète, comment ça se passe pour devenir boursier? Nous sommes encore dans ce début du 19e siècle. Comment on fait concrètement? Alors tout à fait. Alors si on met de côté donc cette brève expérience du concours prévu par la loi de 1802, ensuite jusqu'en 1848, donc pendant la première moitié du siècle, la procédure sera assez peu formalisée. En fait, les pères de famille qui pensent être fondés à demander une bourse, eh bien, tout simplement envoient une lettre au ministère. Alors, il y a des stratégies épistolaires qu'on détecte, certains préfèrent passer par les autorités administratives locales, par le préfet, par exemple. Et puis ensuite, le ministère, lorsqu'il reçoit la demande, eh bien, il l'instruit de manière assez sommaire pendant quelques décennies. Ce sera l'un des rares changements apportés par la Restauration et la monarchie de Juillet, surtout la monarchie de Juillet, que de chercher à vérifier de manière plus rigoureuse l'exactitude des titres, comme on disait à cette époque, des demandeurs. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'il est admis au ministère que le père de famille a des droits à une bourse, sa demande est mise en attente, et puis il en est quitte pour attendre que la bonne nouvelle vienne ou ne vienne pas, parce que souvent elle ne vient pas. Oui, et puis il faut attendre pas trop longtemps, parce que le gamin grandit pendant ce temps-là, donc on veut qu'il fasse ses études. Jean Lebien, vous avez pu voir ces lettres, parce que c'est la période où l'art de la sollicitation est poussé à l'extrême. Il y a une lecture politique à faire là aussi, c'est-à-dire que on met en avant les mérites de l'élève, les mérites du père, et puis l'attachement au régime. Alors, vous avez tout à fait raison. Non, ce que pendant la première moitié du 19e siècle, on met vraiment en avant, c'est ce qu'on appelle à l'époque les services, quoi. C'est-à-dire les services rendus à l'État, à la nation. C'est vraiment l'argument prépondérant qui est conjugué avec la supposée pauvreté ou la difficulté à vivre de l'intéressé. Ce sont vraiment si on se livrait à une analyse quantitative, on pourrait dire que c'est la quasi-totalité des arguments, si vous voulez. Alors, en sachant qu'il faut être très prudent à l'analyse des sources, c'est-à-dire que quand on entend dire, et y compris sous la plume du ministère, que
une famille est en difficulté, c'est pas à proprement parler, comme on pourrait le penser, une famille qui vit dans le dénuement, dans la misère. C'est vraiment, il faut l'entendre comme ça, une famille qui a des difficultés à maintenir, encore une fois, son rang. Alors, les deux autres critères que vous évoquez, c'est-à-dire la fidélité au régime et la capacité, voire l'excellence des aptitudes de l'enfant. Alors là, ce sont des critères qui sont très minorés encore pendant cette époque-là. Dans le sillage immédiat des grands épisodes révolutionnaires, en 1830 et en 1848, il y a momentanément des bourses qui sont allouées, accordées à des familles pour récompense des services rendus au nouveau régime, mais enfin c'est ponctuel. Et alors la capacité scolaire, la compétence scolaire de l'enfant est encore vraiment très très discrètement avancée à cette époque. Bah oui, surtout quand l'enfant lui-même, gamin, était chargé de s'occuper des vaches. Après avoir été bouvier pendant 5 ans, Pierre-Joseph Proudhon rentre comme boursier au Collège royal de Besançon. Il a 12 ans. Le principal de ce collège est l'abbé d'Aubonne. Appartenant à la noblesse, cet homme est placé là par le pouvoir pour surveiller la jeunesse franc-comtoise. Dans ce vieil édifice construit par les jésuites au XVIIe siècle, ses camarades de classe sont les enfants de la noblesse et de la bourgeoisie. Ces derniers lui reprochent ses origines d'enfant du peuple. On se moque de sa misère. Ces pointes acérées lancées contre sa condition sociale seront le point de départ de son éducation. Le premier sentiment que m'inspira le spectacle de mon infériorité sociale fut la honte. Je rougissais de ma pauvreté comme d'une punition. C'est la première leçon de philosophie pratique que j'ai reçue, et je l'avoue, rien d'aussi loin qu'il me souvienne ne m'a donné autant à réfléchir. Alors que les résultats scolaires du jeune Proudhon sont étonnants, son père, le tonnelier du Petit Battant, est ruiné par un procès. Ce drame a pour conséquence de contraindre Proudhon à interrompre ses études. La crise de 1830 jette Proudhon sur les chemins de France. Puis, de retour à Besançon, il fonde sa propre imprimerie, rue des Chambrettes, l'actuelle rue Pasteur. En 1839, Proudhon vend son atelier et décide de participer au concours pour la pension Suard. C'est une bourse attribuée pour 3 ans par la veuve d'un académicien pour encourager un étudiant ayant un projet intéressant. La concurrence est serrée, n'empêche que c'est Proudhon qui obtient cette bourse. Proudhon qui a commencé bouvier, donc il s'occupait des vaches, et puis après, et c'est étonnant pour quelqu'un qui est célèbre par la propriété, c'est le vol, a bénéficié du système boursier, de bourses. Alors il y a 2 bourses, dans ce qu'on a entendu, différentes dans la vie de Proudhon. Il y a la bourse telle que vous l'avez étudiée, Jean Le Bihan, c'est-à-dire qui concerne les lycéens, et puis une bourse après. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes de bourse? Alors, vous avez raison, il y a différents systèmes de bourse. Alors, c'est ce qu'on appelle à l'époque, dans la littérature réglementaire, l'origine de la bourse, sur sa nature, d'une certaine façon. Alors, on a parlé jusqu'à présent exclusivement du bourse de l'État. Donc alloué par le. Alors bon, donc les boursiers en question vont en fonction des régimes être appelés boursiers impériaux, boursiers royaux, boursiers nationaux. Ce sont les premières et ce seront jusqu'en 1914 les plus nombreuses. Cependant, assez vite sont créées à côté des bourses de l'État d'autres bourses qu'on peut appeler de manière générique les bourses locales, à savoir dans un premier temps les bourses communales. Donc à partir de 1808, il y a des bourses allouées par des communes à des enfants de la commune en vue qu'ils puissent entrer au lycée. Et puis à partir de la monarchie de Juillet, les départements créeront également des bourses. Enfin, puisque pour éclairer l'extrait que nous venons d'entendre, il y a à côté de ces 3 bourses, de ces 3 origines de bourses, des bourses dites de fondation particulière, qui sont d'une nature, dont les dispositions sont par nature plus variables et qui peuvent profiter, ce n'est pas rare. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un inventaire de ces bourses qui, je ne les ai pas personnellement étudiées, mais qui visent souvent à permettre à des jeunes gens d'origine, de conditions modestes, à poursuivre leurs études ou à réaliser des projets divers. Proudhon vient de Besançon, voilà, dans cette histoire, un peu de géographie également, Jean Le Bihan. Est-ce qu'il est plus favorable d'être un élève parisien pour obtenir une bourse, ou est-ce qu'il y a une géographie qui s'écrit ici? Très bonne question. Alors, il est assez difficile d'y répondre.
Je ne suis pas convaincu qu'il soit plus avantageux d'être parisien parce que, alors ça pose beaucoup de questions, beaucoup de difficultés au ministère à cette époque. Si vous voulez, au tout début, c'est une question assez difficile. Au tout début de la période, le ministère dépêche à l'autre bout de la France, si c'est nécessaire, l'élève boursier. Si vous voulez, c'est un peu comme un fonctionnaire. Vous voyez, on lui trouve une place, même si il est parisien, on peut lui trouver une place à Lyon, à Strasbourg, à Rennes. Et puis progressivement, au long des décennies, les familles émettent des vœux, et le vœu en particulier que leur enfant ne soit pas nommé très 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 loin de son domicile, de la résidence de ses parents. Ce qui oblige le ministère à donc toute une gymnastique, un jeu d'équilibriste en quelque sorte sur le plan administratif. Et donc pour vous répondre tout à fait, on sait que sous la monarchie de Juillet, il y a un encombrement des demandes à Paris. Et d'une certaine façon, il est plus facile d'être nommé boursier à compétences égales, disons, même si le critère n'est pas véritablement, mais enfin, on peut disons dire à titre équivalent au sens général. Il est plus facile d'être nommé boursier probablement dans un petit collège royal de province qu'à Paris. Oui, parce que c'est cher aussi d'être boursier. Et quand on part loin, comment ça se passe d'ailleurs? Ce sont des internats ou faut se loger à côté? Alors, oui. Au départ, toutes les bourses sont des bourses de pensionnat. Au tout départ, ce ne sont que des bourses de pensionnat. Par conséquent, de fait, la pension sous le Premier Empire, c'est assez élevé, c'est 600, 700 francs, en sachant, si vous voulez, que pour repère, des fonctionnaires qu'on va appeler de rang moyen, intermédiaire, débutent leur carrière bien souvent avec 1000 francs annuels. Donc c'est vraiment une somme considérable. Au long des décennies, là encore, les choses ont évolué parce que verront le jour des bourses de demi-pensionnat. Ce qui est une manière de répondre à une clientèle scolaire de plus en plus citadine, et même des bourses d'externat. Par conséquent, on verra le profil du boursier se diversifier, et ce ne seront plus les mêmes expériences scolaires, évidemment, que celles d'un pensionnaire que j'ai appelé dans l'ouvrage un boursier intégral, quelqu'un qui est vraiment et qui correspond un petit peu aux boursiers de la mythologie républicaine, qui est pris intégralement en charge par souvent l'État, de la 6e à la classe préparatoire. Voilà. Vous les retrouvez facilement, ces élèves boursiers, Jean Le Bihan. Pour le dire autrement, quand vous fouillez les archives, est-ce que c'est juste un petit mot boursier dans un coin avec un peu de paperasserie, ou est-ce que l'élève boursier est considéré différemment à l'intérieur de l'établissement? Alors, on peut les identifier pour des raisons, comment dirais-je, techniques, administratives. On les retrouve assez vite. Il y a des articles d'archives dédiés, en particulier parce que ça coûte de l'argent. Il faut savoir que les bourses forment un chapitre du budget du ministère de l'Instruction publique. Donc il y a des débats parlementaires très riches qu'on identifie très facilement dans le Moniteur universel, dans le journal officiel. En revanche, alors dans les archives des établissements, c'est disons tout dépend tout dépend des sources. Certaines, oui, peuvent être spécialement consacrées aux boursiers, mais évidemment il y a d'autres. Je pense par exemple à toute la documentation relative à la notation, à l'évaluation des élèves par classe. Alors on ne distingue pas formellement qui sont les élèves boursiers, qui sont les élèves payants. Heureusement. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça ferait peur. Mais avec cette histoire-là, pour nous, c'est une aide apportée aux élèves. Et comme on le disait, les plus méritants, mais vous nous avez expliqué que c'était pas le cas, en tout cas au 19e siècle, avec des critiques du système boursier. Croyez-vous que, dans le tourbillon du monde où vous le lancez, sans guide et sans appui, le jeune boursier saura résister aux 1000 tentations semées sous ses pas chancelants, ou doter peut-être la société d'un mauvais sujet de plus, qu'elle devra peut-être un jour rejeter honteusement de son sein. Mais, je vous le demande en vérité, n'eût-il pas mieux valu 100 fois laisser ce jeune homme auprès de son vieux père, auquel ses soins étaient nécessaires sans doute pour soulager ses maux? N'eût-il pas été plus utile pour toute sa famille de faire au père une rente viagère et d'assurer un état à l'enfant, au lieu de lui donner une prétendue éducation plus propre à perdre son avenir, qu'elle lui procurait de grands avantages? Quand la bourse est donnée à un enfant de famille riche, les dangers ne font que se déplacer. L'enfant souffrira moins, mais la morale y perdra, la corruption étant encouragée. Que les familles et les hommes d'État méditent profondément cette grave question, car elle est du nombre de celles qui touchent encore à la solidité de l'édifice social. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Raphaël Laloum qui nous lisait un extrait des études historiques et critiques sur l'instruction secondaire considérée dans ses rapports avec l'État, une parution en 1844 signée Paul-Émile Gasque. Jean Le Bihan, des critiques donc sur les bourses. Absolument. Alors ce texte de Gasque est particulièrement emblématique, des critiques qui, disons, sinon apparaissent du moins, se formulent de manière visible et donc repérable dans les sources à partir de la Restauration. Ce Paul-Émile Gasque est un chef d'institution qui a beaucoup écrit contre l'université. Voilà, en particulier, il est opposé au monopole. Il reproche à l'université d'être insuffisamment pratique. Et dans ce livre-là, il s'en prend de manière très virulente à l'institution des bourses. Alors ce qu'il redoute, on le voit bien, on l'a entendu, et c'est vraiment le reproche qui va traverser le siècle, c'est que les bourses créent, lorsqu'elles échoient à des enfants de conditions modestes, elles créent des déclassés. Elle crée des déclassés, de la graine de révolutionnaires, si vous voulez, des Sénécales, voilà. Pourquoi ? Parce que finalement, à l'issue de sa scolarité, eh bien l'élève boursier va se retrouver face à un dilemme. Il aura reçu une éducation très complète, mais il n'aura pas les moyens, en particulier les moyens financiers, de trouver un état qui corresponde, qui soit adéquat en quelque sorte à cette formation. Et dans cette écart, dans cette béance, réside la source d'une frustration qui peut dégénérer ensuite et conduire l'intéressé à devenir crinton, un agitateur, etc., etc. Alors ça, c'est vraiment, on peut dire, la grande critique. Elle va évidemment être déclinée de différentes façons suivant les époques, qui va traverser tout le siècle. Paul-Émile Gasque, c'est vrai, il tient un établissement d'instruction qu'avait fondé son père lui-même, mais ça c'est dans les années 1810-1815, dans ces années-là, la Restauration. Et là, nous étions en 1844. Il s'est passé quand même quelque chose entre les deux. Il y a eu les lois scolaires, notamment la loi Guizot en 1833. Ouais. Nous sommes passés d'un système d'enseignement à un autre système d'enseignement, même si l'un ne remplace pas l'autre. Les deux demeurent parallèles. Dans cette histoire-là, nous voyons ici la place des boursiers, parce que nous parlons des lycées. Les lycées, c'est spécifique, mais s'attacher à d'autres formes d'enseignement. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai, vous avez raison, le système éducatif évolue beaucoup, mais c'est vrai que en marge de ces grandes évolutions législatives, réglementaires, l'institution des bourses finalement évolue quant à elle assez peu au cours de cette période. On est frappé de constater que sous ce rapport, la Restauration s'inscrit pleinement dans la continuité de l'Empire. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce constat en matière administrative. Il y a une rupture évidemment politique, idéologique qui est majeure, mais sous l'étage politique le plus visible, eh bien on a une continuité des pratiques administratives, et c'est le cas en ce qui concerne les bourses. Cependant, la monarchie de Juillet va apporter un certain nombre de modifications, en particulier à la procédure de recrutement des boursiers, sous la pression des parlementaires de gauche, disons, et puis même d'une partie de l'opinion publique éclairée. Eh bien, le ministère va s'employer à entourer le recrutement des boursiers d'un peu plus de garanties. On regarde la candidature, on peut le dire ainsi, de manière un peu plus précise, mais en mettant en avant quel aspect ? Toujours les mérites paternels ou alors les mérites de l'individu ? Tout à fait, absolument. Là, il n'y aura pas de remise en cause de cet ordre de valeur avant 1848. Donc vraiment, la hiérarchie des critères de recrutement ne bouge pas. En revanche, c'est vrai, on demande en particulier à la préfecture d'enquêter plus minutieusement sur les titres du demandeur, et le père de famille est sommé de produire des pièces qui justifient sa demande au point de vue économique, financier, etc. Disons voilà, qu'il y a plus de garanties, mais qui n'entraînent pas de modification majeure quant à la sociologie des boursiers recrutés. Ça, c'est la suite des aventures, Jean Le Bihan, que vous allez nous raconter, c'est-à-dire 1848, la Deuxième République. Là, on va avoir un changement, c'est ce que vous nous promettez ? Radical, oui. Bon, en attendant, on passe par le lycée Papillon. Élève la bellure.
Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour ça mourut sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Élève Paudaran, vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères tels que la langouste et le rat d'égout, le cheval de bois, le poule à belle-mère qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Élève Troufigne, vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Élève Cancrelat, présent. Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moi je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Le lycée Papillon de Georges Just dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique d'Alia A. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec les élèves boursiers, bourses et boursiers de l'enseignement secondaire en France, 1802-1914. Jean Le Bihan, c'est votre ouvrage aux presses universitaires de France, 1802-1914. Mais vous nous dites, avec un moment important dans cette histoire-là, 1848, la Deuxième République. Tout à fait. D'une manière générale, l'histoire des bourses se reflète dans une certaine mesure dans l'histoire des réglementations successives du recrutement des boursiers. Et donc, après 1802 et la création des lycées et des bourses, l'étape qui vient ensuite, eh bien, c'est en 1848, un changement radical par rapport aux pratiques antérieures, puisque les républicains instaurent un concours des bourses qui va connaître 3 sessions en 1849, 1850, 51. Alors en fait, il faut quand même bien voir que à côté de ce concours, qui est un véritable concours dans le sens où l'ordre, le classement des lauréats s'impose au ministère, théoriquement, qui doit nommer normalement dans l'ordre même du classement des lauréats. Eh bien, les républicains en 48 continuent de faire une petite place quand même au recrutement pour services familiaux. Donc d'une certaine façon, on peut dire que 48, en revient à la double voie de recrutement qui avait été créée en 1802, mais en ce qui concerne donc le recrutement pour mérite individuel, en quelque sorte par concours, eh bien là c'est une vraie rupture parce que ce concours est vraiment entouré, quoi qu'on en ait dit par la suite, d'un certain nombre de garanties nouvelles, etc. Et donc pendant 3 ans, on peut même considérer que cette modification
disposition réglementaire va entraîner une petite ouverture sociale du monde des boursiers. Oui, voilà, parce qu'il y a cette possibilité par un examen, sachant également que c'est pas simple non plus de passer un concours. L'idée d'ascension sociale, c'est issu d'un milieu qui ne connaît pas ce monde-là, on tend la main, mais on arrive dans un monde avec un concours où l'on est plongé face à un univers assez inconnu. Tout à fait, vous avez raison. À cette époque encore, ce sont en quelque sorte des pionniers, dans la mesure où et on ne connaît pas bien les motivations qui poussent certaines familles d'artisans, qui en tout cas n'ont pas de rapport avec le monde de la fonction publique, de l'administration. Qu'est-ce qui les a poussés à présenter leur enfant en 49, 50, 51 au concours? On peut imaginer, ce sera le cas encore sous la Troisième République, le rôle de ce que Patrick Cabanel appelait un intercesseur, c'est-à-dire peut-être un instituteur, un professeur qui, ayant détecté les capacités de l'enfant, a invité les parents à présenter leur enfant au concours des bourses. Mais oui, c'est vrai que ce sont encore là, à cette époque, les quelques individus qui franchissent avec succès l'étape du concours des bourses. Ce sont font l'expérience d'un certain déracinement social. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans ce que vous dites, Jean-Luc Bihan, nous sommes, et nos ancêtres l'étaient eux-mêmes, les héritiers de systèmes antérieurs, avec le curé de la paroisse qui repérait un élève particulièrement brillant, il prenait sous son aile. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai. De ce point de vue-là, il y a vraiment deux configurations. Il faut savoir que jusqu'au bout, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, à savoir que les services paternels continueront d'être un critère important d'attribution des bourses, il va s'en suivre que les fonctionnaires auront toujours plus grande facilité que les autres groupes sociaux à obtenir des bourses. Donc il y a, si vous voulez, ceux qui connaissent en quelque sorte le système des bourses. Bien des pères de famille, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ont été eux-mêmes boursiers, donc en fait connaissent le système, ils l'ont expérimenté eux-mêmes. Et à côté, si vous voulez, de ces groupes, en particulier du monde des fonctionnaires, mais aussi des professions libérales dans une certaine mesure, il y a progressivement des familles d'origine plus modeste qui voient la perspective d'entrer au lycée comme vraiment une perspective insurmontable. Et là, très souvent, c'est vrai, l'intervention d'un tiers s'avère nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les quelques autobiographies qui intéressent plutôt la Troisième République que l'on a conservées. Oui, parce que vous nous l'avez dit, Jean-Luc Bihan, le passage au lycée, évidemment, c'est constitutif de ce que l'on devient après, et l'élève boursier met en avant qu'il est boursier. C'est le cas d'Émile Zola, mais c'est normal qu'il ait eu une bourse, il a écrit Les Rougon-Macquart. C'est tout à fait par accident qu'Émile Zola naquit à Paris le 2 avril 1840, durant un court séjour qui firent ses parents, car son enfance et une partie de son adolescence s'écoulèrent à Aix-en-Provence, où son père, l'ingénieur François Zola, italien d'origine, s'occupait de la construction d'un canal d'adduction d'eau pour les besoins de la ville. Il devait mourir à la peine en pleins travaux, laissant à sa veuve une succession compliquée de procès et un enfant de 7 ans qui, en compagnie de 2 camarades, Marius Roux et Philippe Solari, courait la campagne plutôt qu'il ne fréquentait l'école. Mis au collège, il fait partie de la fanfare et joue de la clarinette aux processions, entre 2 chapitres du roman qu'il a entrepris sur les croisades. Après des études très médiocres, il se met soudain au travail et réussit brillamment. Mais comme sa mère, pour tenter d'échapper à la misère, doit gagner Paris, elle a pu obtenir une bourse au lycée Saint-Louis en faveur d'Émile. Le garçon de 18 ans, et qui n'est encore qu'en seconde, ne se plaît guère en cet établissement parisien. Son accent l'y fait surnommer le Marseillais. Ayant par 2 fois échoué au baccalauréat, la nécessité même l'affranchit des études, car il lui faut de toute urgence gagner sa vie. Claude Herval, dans l'heure de culture française, avec cette présentation d'Émile Zola, né en 1840. C'est 12 ans à peu près qu'on a la bourse. 1840 plus 12, ça fait 1852. C'est la fin de la Deuxième République. Le Second Empire arrive. Ça change les choses? Oui, absolument. Je disais tout à l'heure que 1848 avait vraiment constitué une étape dans l'histoire des boursiers, mais cette réforme de 1848 va faire long feu, puisque dès le tout début de l'Empire, de nouveau, le recrutement des boursiers va être réformé dans un sens qui n'a jamais été aussi radical, puisque le décret qui est pris en février 1852,
ne reconnaît plus comme seul titre de candidature à la bourse que le fait d'avoir des titres familiaux à faire valoir. Autrement dit, la voie du recrutement pour compétences individuelles scolaires est sur le papier supprimé en 1852. Donc, c'est d'une certaine façon une régression, y compris même par rapport à 1802, parce que même si le concours n'avait pas duré longtemps, il existait au moins sur le papier, réglementairement. Et bien là, c'est la première fois qu'un régime dit ouvertement que les bourses sont réservées, en quelque sorte, aux enfants des serviteurs de l'État. Moi, c'est clair et c'est net à ce moment-là, avec, dans cette histoire, le moment Seconde République, parce qu'on peut dire que le Second Empire de 1852 à 1870 durcit ce qui se passait au début du 19e siècle. On va retrouver ce système de concours sous la Troisième République ? Alors, en effet, vous avez raison de poser la question, c'est une question qui est fondamentale, parce qu'elle interroge aussi la mythologie du boursier, qui a été forgée sous la Troisième République et qui, de facto, intéresse ou s'incarne dans des jeunes garçons qui ont fréquenté l'enseignement secondaire sous la Troisième République, Péguy, Pagnol, Camus, etc. Alors oui, le système mis en place en 1852 va perdurer. Même dans les années 1870, il n'est pas réformé au début de la Troisième République. C'est au début des années 80, en 1881, qu'une nouvelle réforme a lieu, fondamentale, mais en même temps, qui a des limites. Je veux dire par là que ce qui est vraiment une nouveauté radicale, c'est que elle met en avant pour la première fois le critère de la compétence individuelle de l'enfant. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Mais en même temps, pour vous répondre tout à fait, ce qui est très singulier, ce qui m'a beaucoup surpris lorsque j'ai découvert ce dossier, c'est que les Républicains en 1881 refusent d'en revenir au concours. Ils préfèrent l'examen. Et alors c'est vrai que c'est surprenant dans la mesure où on se dit spontanément que le concours c'est l'institution républicaine par excellence. Eh bien non, en fait, si l'on veut être rigoureux, il y a eu un concours sous la Deuxième République entre 1849 et 51. Il n'y aura plus de concours, il n'y a pas de concours sous la Troisième République, il y a un examen des bourses. Un examen à l'issue duquel les jeunes gens sont déclarés éligibles à une bourse. Et c'est le ministère qui très secrètement ensuite attribue les bourses. Ah oui, parce que le concours, on regarde le premier, le deuxième, etc., etc. On se pose pas de questions. Là, l'examen, c'est que on a tous ceux qui ont réussi, mais voilà. C'est peut-être pas le meilleur qui va avoir ça. Dans le même temps, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'élèves qui se rendent dans les lycées. Est-ce qu'il est possible de quantifier cette histoire-là ? Alors oui, alors on connaît, là j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que la fréquentation des lycées augmente, c'est sûr. Le nombre de lycées augmente considérablement tout au long du 19e siècle, souvent par élévation du collège communal au rang de lycée. Donc on a de plus en plus de lycées, et alors le nombre de boursiers n'évolue pas en proportion. Ce qui a quand même une conséquence importante, c'est que la proportion des boursiers par lycée diminue. Sous Napoléon, d'une certaine façon, au tout début de cette histoire, eh bien, la majeure partie des lycéens sont des boursiers. À la fin du 19e siècle, les boursiers ne seront plus qu'une poignée dans chaque établissement secondaire, en tout cas une minorité. Et ces boursiers-là, quand ils se retrouvent dans la cour de récréation ou sous le préau, se reconnaissent. Je débouclai les bretelles de mon cartable, j'en tirai ma blouse et je la mis par-dessus mon costume. Puis je me dirigeai dans la cour des petits. Sous de très vieux platanes que l'automne avait jaunis, il y avait déjà une trentaine d'élèves. Je vis avec plaisir quelques blouses neuves qui, comme moi, n'osaient pas s'avancer trop loin et qui ne parlaient à personne. L'un de ces nouveaux vint se placer près de moi. Au bout d'un instant, il me demanda « Tu es nouveau ?»« Oui, et toi ?»« Moi aussi. » Il était petit, presque minuscule. « D'où viens-tu ?»« De l'école communale de la rue de Lodi. »« Moi, je viens du chemin des Chartreux. » Nous fûmes amis tout de suite. « En quelle classe es-tu ?»« En 6e B. »« Moi en 6e A. »« Alors, nous ne serons pas dans la même classe, mais on est tous les deux en 7e étude. »« Comment t'appelles-tu ?»« Oliva. » Je tressaillis. « C'est toi qui as été reçu premier aux bourses ?»« Qui te l'a dit ?»« J'ai été reçu second. » Il sourit, émerveillé. « Ça alors, c'est extraordinaire. » À ce moment, le lycée s'écroula sur nos têtes. Je fis un bond en avant, puis je me retournai
et je vis un petit homme à forte moustache qui battait furieusement du tambour. Tout le monde s'aligna en colonne sur 2 rangs, devant le tambour, qui roulait toujours à me faire enfler la tête, tandis que l'horloge sonnait comme plusieurs églises. Hervé Pierre qui lit Le Temps des secrets de Marcel Pagnol. C'est un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Ici, l'évocation par Marcel Pagnol, c'est un passage obligé et de plaisir de la littérature. Jean Le Bihan, il y a les sources administratives, mais il y a la littérature. Est-ce qu'une identité de boursier peut être ici signalée? Est-ce qu'on se reconnaît en tant que boursier? Alors, c'est une question très importante. Alors, il y a des témoignages comme celui-ci, très fameux, qui invitent à le penser. On en a d'autres, on en a quelques-uns. Il faut avoir quand même à l'esprit que ces témoignages sont pas très très nombreux et qu'ils sont quand même socialement, je dirais presque culturellement situés, parce qu'ils émanent véritablement, si vous voulez, des boursiers que l'on appelle conquérants, de l'élite des boursiers, de ceux qui collent parfaitement au mythe du boursier républicain, qui se sont donc élevés par la suite pour ainsi dire au sommet de la vie intellectuelle et qui ont pris la plume pour raconter leur enfance. Alors, cependant, donc oui, dans un certain nombre de cas, oui, mais c'est une affirmation qu'il faut nuancer. Dans la mesure où, on a quelques témoignages qui laissent à penser le contraire, enfin qui ne traduisent absolument aucune espèce d'identité boursière chez son auteur. Et par ailleurs, cela s'explique par le fait que, et on n'y a pas assez pris garde, la population boursière s'est considérablement diversifiée au fil du 19e siècle. Et qu'il y a, si vous voulez, des jeunes gens qui sont toujours pensionnaires, c'est pas le cas de Pagnol, mais enfin, qui sont pensionnaires et qui ont conscience du fait de la modestie de leurs origines, d'être pris en charge véritablement par l'État. J'ai le souvenir d'un texte dans lequel un enfant au lycée de Rennes dit à l'aumônier les autres me font sentir que je suis boursier. Donc ça existe, mais je parlais tout à l'heure des bourses de demi-pension, des bourses d'externat. Il faut savoir que parfois une bourse d'externat c'est presque rien, si j'ose dire. C'est une sorte d'aide financière qui est allouée à une famille qui réside en ville et dont l'enfant n'a même pas forcément connaissance. Le père peut très bien avoir fait la démarche. Par conséquent, il ne peut pas y avoir dans ce cas, si vous voulez, d'incorporation d'une identité particulière. Donc oui, c'est vrai, mais pour un profil particulier de boursier, le seul que l'on ait vraiment mis en avant jusqu'à présent, mais qui n'est pas le seul qui ait dans la réalité existé. Et à partir des années 1880, la Troisième République met en place les célèbres lois Ferry avec cette école laïque, publique, obligatoire, gratuite, bien sûr. Là, la question des bourses se pose de nouveau. Vous nous avez évoqué, Jean Le Bihan, des changements. En fait, des changements qui ne sont pas radicaux, mais quand même, la République accompagne. Oui. Et j'ai compris en sous-texte de ce que vous avez dit, ça sert aussi d'argument pour la République, de dire, voilà, on assure notre rôle de tendre la main à tout le monde. Alors ça, c'est tout à fait vrai, parce que on le retrouve, par exemple, dans les manuels d'instruction civique de l'époque. Vous avez des sortes de leçons de morale qui campent le boursier, qui disent, en fait, à l'écolier, travaille bien à l'école, et peut-être que toi aussi, tu auras une bourse et tu rendras fier ton père et ta mère. Donc oui, là, vraiment, il y a élaboration consciente par le régime d'une sorte de mythe républicain qui est celui du boursier. Alors la République, c'est vrai, c'est ça, c'est toujours la même chose avec la République, si j'ose dire, c'est-à-dire que il y a ces deux dimensions. Il y a une rupture, indiscutablement. Le décret de 81 qui consacre la primauté de la compétence individuelle, c'est vraiment une rupture dans l'histoire des bourses. Le nombre de bourses augmente considérablement à la fin des années 1870 et dans les années 1880. En 1895, il y aura une autre mesure importante qui, si vous voulez, durcira encore les exigences en matière de compétences scolaires, mais d'un autre côté, à la fin des années 1880, eh bien, l'accroissement du nombre de bourses cesse, mais d'un autre côté, comme je le disais à l'instant, on répugne à aller vers le concours, dans la mesure où le ministère n'aurait plus de marge de manœuvre. Dans ce cas-là, elle serait contrainte en quelque sorte par l'ordre de classement du concours.
Et par conséquent, en fait, et même les républicains qu'on appelle opportunistes, enfin, ne sont pas désireux, ne vont pas vers ce qu'on va appeler plus tard le lycée gratuit, voilà. Ça, c'est une revendication qu'on voit apparaître à la Chambre des députés, et puis dans les milieux experts, dans les années 1890-1900. Là, véritablement, l'extrême gauche parlementaire va critiquer l'institution des bourses en considérant qu'elle n'échoit quand même qu'à la petite bourgeoisie, et qu'elle exclut ce qu'on appelle parfois les enfants du prolétariat, principalement les enfants d'ouvriers et de paysans qui n'ont pas de bourse, clairement. Oui, parce que ces lois Ferry, et notamment la gratuité, il faut le rappeler, ce n'est pas le même système scolaire qu'aujourd'hui, et donc le lycée, c'est encore autre chose. Tout à fait, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est vrai. Il y a l'écrivain, le romancier Louis Guillou a vraiment laissé un témoignage dans lequel grâce auquel on mesure à quel point dans la société du 19e siècle le clivage entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire était dans les esprits, était fondamental. On changeait véritablement d'univers social. Et l'enseignement primaire, pour le dire d'une manière très simple, est pratiquement gratuit jusqu'au début des années 80, complètement ensuite, et il s'adresse, pour faire très très simple, aux catégories populaires, alors que l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les lycées, les collèges, on n'a pas le temps de s'y étendre, le collège c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des lycées de moindre importance, eh bien, eux sont destinés à une clientèle, alors qui n'est pas forcément, évidemment, une clientèle très bourgeoise, mais enfin, en tout cas, qui exclut les catégories populaires pour la simple raison que l'enseignement secondaire est payant, et même assez cher. Et oui, c'est cher, et puis, lié à la République, et j'imagine qu'il y a des critiques, on a évoqué des critiques au milieu du 19e siècle déjà sur ces élèves boursiers, on va retrouver la même chose sous la République ? Oui, absolument. Alors, d'une certaine façon, la critique, c'est-à-dire la peur du déclassement, si vous voulez, la peur du déclassé, la peur que la bourse génère des déclassés demeure, point trop changé, si j'ose dire. Elle est articulée à la fin du 19e siècle avec la critique du fonctionnarisme. Il y a vraiment l'idée que le boursier, précisément parce qu'il est entretenu par l'État, est un fonctionnaire au petit pied. Et comme le léviathan bureaucratique est fustigé par les traditionalistes et les conservateurs à la fin du 19e siècle, je dirais qu'il y a un amalgame dans cette même critique, si vous voulez, du boursier et du fonctionnaire. Mais oui, cette critique prend une certaine ampleur, en particulier en littérature. Vous avez deux romans particulièrement célèbres qui critiquent le boursier en l'incarnant dans une figure. Ce sont les Déracinés de Maurice Barrès, et c'est L'étape de Paul Bourget. Ah oui, voilà, parce qu'on entend bien ici par ces noms des gens qui ne sont pas tellement favorables à l'idée de la République. La gueuse n'est pas loin dans ses écrits. Et puis, à côté de tout ce que l'on dit, Jean Le Bihan, il y a ces critiques, on l'entend, et là, ça traverse la littérature, le témoignage aussi. Et le ressenti, peut-être même la réalité, ça, c'est ce que vous avez pu observer en étudiant ces parcours, ces trajectoires de boursiers, parce que c'est pas tout d'avoir une bourse, de faire ses études, c'est qu'est-ce qu'on devient après, et parfois un peu de déception. Vous m'avez dit que vous aviez une bourse pour votre fille. Oui, j'ai fait une demande de bourse pour ma fille, pour rentrer en baccalauréat ou au centre ménager. Cette bourse m'a été accordée parce que j'ai un salaire qui n'est pas trop fort. Pour survenir, autrement, je n'aurais pas pu placer ma fille dans une école s'il avait fallu payer par mes propres moyens. Oui. Vous-même, si vous aviez pu poursuivre vos études à l'âge de votre fille, l'auriez-vous fait? J'aurais fait, mais mes parents n'étaient pas... On n'avait pas les bourses. Et puis mes parents n'avaient pas les moyens de mettre dans les écoles. Et vous? Moi, c'est le même cas. Moi, j'étais orphelin à l'âge de 8 ans, alors j'ai plus de parents, j'étais placé à l'assistance publique. C'est bien quand même qu'on donne cette chance aux enfants d'aller jusqu'à 16 ans dans leurs études. Ça leur donne une culture générale, ça leur promet un avenir meilleur. Vous croyez pas? Celui qui est instruit, naturellement. Oui, mais on n'est pas instruit au départ. C'est justement en allant à l'école qu'on devient instruit. Oui, donc... mais si à l'âge de 15 ans, de 14 ans, l'enfant n'a pas d'instruction, je trouve que c'est pas... Pour aller à l'école jusqu'à 16 ans, ça ne lui sert à rien. Mais comment on n'a pas l'instruction? Bien sûr, on n'est pas né instruit. Oui. Mais c'est en allant à l'école, c'est en suivant des cours qu'on devient instruit. Donc, si l'enfant va à l'école, il a une chance de devenir instruit. Oui, d'accord. Mais à 14 ans, vous savez, s'il n'est pas instruit. Mais, pas convaincu. Nous étions en 1968. C'est une toute autre période. Mais enfin, ça évoque quand même quelque chose.
Ici, ce qui est dit en sous-texte, il le dit pas, mais c'est l'habitus de Bourdieu, c'est-à-dire cette idée que par notre famille, on a des gestes, des savoirs qui sont là, et que la bourse nous apporte l'instruction de l'école, mais peut-être pas le reste. Quand vous regardez ces parcours d'élèves boursiers, Jean Le Bihan, il y a une réussite similaire à celle des autres élèves. C'est dur à estimer ça. Ouais. Alors, si on peut dans une certaine, on dispose d'une source qui est très très importante. Alors, vous savez, les élèves des lycées au 19e siècle étaient surveillés de près, étaient évalués continuellement à travers en particulier ce qu'on appelait les états de situation morale. Et il y avait même des états de situation morale en sens très très large. Donc, on évalue ce qu'on appelle à l'époque leur progrès, leur comportement dans tous les sens du terme. Et on a construit une très belle collection de ces états de situation morale pour le début du XXe siècle, qui permettent de procéder à une pesée vraiment très minutieuse du niveau de performance scolaire des boursiers à la Belle Époque. Et alors, il apparaît à ce moment-là que les boursiers sont vraiment, disons, bons ou très bons. Donc vraiment, oui, bon ou très bon. Alors, c'est un constat qui appelle deux petits commentaires. Alors, les boursiers locaux dont j'ai parlé tout à l'heure sont un petit peu moins performants, les boursiers des communes, les boursiers des départements. Alors, s'ils sont bons et très bons, certains proviseurs disent c'est vraiment l'élite du lycée, etc. C'est certainement la conséquence des réformes républicaines à partir de 1881. Mais vous observerez qu'ils ne sont pas tous excellents parce que bon, on a des commentaires qui disent qu'il y a quand même quelques boursiers qui sont simplement d'un niveau passable. Et si donc, d'une certaine façon, ils ne sont pas meilleurs qu'ils ne sont, même s'ils sont bons et très bons, c'est en raison vraisemblablement du refus de la République d'aller jusqu'au concours et donc d'avoir malgré tout tenu compte d'autres critères pour attribuer les bourses. Voilà. Et est-ce que ces boursiers s'orientent vers une carrière de la fonction publique? Parce qu'on pourrait se dire ça. Hein, on a été alors c'est tout à fait le cas. Autant que j'ai pu en juger, alors il faut jongler avec des échantillons de diverses natures, mais grâce à cette enquête prosopographique que j'ai mise en place, bon, j'aboutis à l'idée que oui, 60% des anciens boursiers, tout au long du siècle, font un passage plus ou moins prolongé par la fonction publique. Donc c'est beaucoup. Il faut aussi comprendre que beaucoup ne peuvent pas faire autre chose. Il y a toute une série de carrières qui leur sont interdites parce qu'ils n'ont pas le capital économique pour s'y lancer. C'est compliqué d'ailleurs même de se lancer dans des études supérieures parce qu'il y aura des bourses, si vous voulez, pour les études supérieures qui verront le jour aussi à la fin des années 70, dans les années 80, mais elles sont pas très nombreuses. Il n'y en a pas pour les facultés de droit, elles sont très peu nombreuses pour les facultés de médecine. Donc il y a comme ça toute une série d'avenirs qui sont en quelque sorte bouchés pour, disons, le boursier de conditions modestes. Et alors donc, mais il y a quand même une forte minorité, puisque je disais 60%, c'est pas rien, 40% qui font autre chose. Et là, j'arrive à l'idée que dans la première moitié du 19e siècle, beaucoup embrassent des professions libérales, mais c'est l'époque, vous voyez, où ils proviennent de milieux sociaux un peu plus élevés, donc certains peuvent malgré tout compter sur une petite aisance familiale pour devenir huissier, pour devenir médecin ou juriste. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, ceux qui n'entrent pas dans la fonction publique entrent plutôt, deviennent salariés du secteur privé qui, à cette époque, gonfle en France. Avec un système que vous avez étudié, Jean Le Bihan, qui prend fin à un moment, parce que les bourses telles que vous les voyez, vous, elles n'existent plus à partir de quand ça s'arrête? Alors ça s'arrête au tournant des années 30, progressivement, entre 1927 et 1933. Eh bien, l'enseignement secondaire devient gratuit. Alors les bourses continuent à exister, mais enfin elles perdent la fonction qui était la leur jusque-là. En contrepartie du fait que l'enseignement secondaire est soudain ouvert au corps social, bon, en dépit évidemment de toutes les barrières mentales, culturelles, bien entendu, qui pèsent sur l'accès au secondaire, on va créer l'examen d'entrée en sixième, c'est-à-dire qu'il est de coutume de dire dans l'historiographie que comme il n'y a plus de frontières ou de barrières économiques, il va falloir en instituer une autre qui sera de nature scolaire en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et donc les bourses n'ont plus de sens. En fait, oui. Désormais, c'est pas que tout le monde est boursier, non. C'est gratuit pour tout le monde. C'est ça, tout à fait. Alors on va s'acheminer progressivement vers un autre système des bourses, celui que j'ai envie de dire on connaît, qui va s'épanouir dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui est la bourse sur critères sociaux, tout simplement. Enfin. Et le mérite dans cette histoire-là, parce que c'est toujours très important de se dire, cet élève identifié comme une pépite, comment peut-on le porter ?
Oui, alors vous voulez dire ce que l'élève boursier, la façon dont il se représente son succès? Oui, c'est ça, parce que c'est pas rien quand même. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un peu la même chose. Il y a évidemment quelques trajectoires très glorieuses, et on revient donc à ce petit corpus d'une vingtaine de témoignages de boursiers glorieux qui vont parfois d'ailleurs idéaliser a posteriori leur parcours. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de continuité sociale et que par conséquent, certains d'entre eux ne font pas l'expérience d'un grand changement en obtenant une bourse et ensuite en la transformant en activité professionnelle. Voilà, un sujet, bourse et boursier de l'enseignement secondaire en France. Jean Le Bihan, je reprends le titre de votre ouvrage, où je le disais, ce n'est pas simplement les bons élèves soutenus par l'État. On le voit bien, une histoire beaucoup plus complexe qui permet de traverser toute cette histoire scolaire. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Je vous remercie beaucoup. Prochain épisode, romantique socialiste et pas content, étudiant au siècle des révolutions, prenez garde. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés. V'là la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. Le chant des jeunes gardes de Montéus dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwendy Ziou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.